nous avoir rejoints pour cette conférence, ce débat dont je vous redis le thème. Le grand bouleversement de la fiscalité, votre épargne sera-t-elle surtaxée après les présidentielles? Alors vous voyez, tout l'intérêt du sujet, c'est qu'on va parler du présent et de l'avenir. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses à dire dans le présent, puisque la fiscalité de l'épargne a été particulièrement, je vais dire choyée, particulièrement traitée au cours des 2 dernières années. Alors pour traiter de ce sujet, nous avons réuni un panel d'experts. Je vous les présente tout de suite. J'arrive à trouver la bonne distance par rapport au micro. À côté de moi, donc, Arlette Darmon, qui est notaire et présidente du groupe Monassier, groupe de notariat. À côté d'elle, M. Jean-Paul Nicolaï, qui est chef du département économie-finance du Centre d'analyse stratégique. Alors, le Centre d'analyse stratégique, vous savez, c'est ce qui a remplacé le commissariat général au plan, donc ça dépend des services du Premier ministre. De l'autre côté, à côté de moi, Michel Pelly, qui est avocat fiscaliste associé au cabinet Arsène Taxan, et juste à côté de lui, Jean-Yves Mercier, avocat fiscaliste lui aussi, au CMS Bureau Francis Lefebvre. Alors, on se retrouve aujourd'hui, on est à mi-octobre 2011, et c'est vrai que l'actualité en fait sur la fiscalité en général et celle de l'épargne notamment a été particulièrement chargée, on va dire, au cours des 2 dernières années. Alors, vous savez que c'est lié au contexte des finances publiques, il y a de fortes contraintes qui pèsent, et c'est peut-être pour démarrer l'occasion de demander à Maître Darmon, qui dans son étude de notaire voit beaucoup de choses se passer en réel, de nous redire peut-être un petit peu quel est l'état de l'existant dans certains points clés, sachant que, juste pour vous remettre un petit peu les choses en mémoire, vous vous rappelez que outre la fiscalité, enfin, l'alourdissement de la fiscalité proprement dit, on va en parler, il y a donc eu une année 2011 aussi assez chargée en débat, puisque on avait une loi de finances 2011 votée en décembre 2010, qui a été suivie d'une loi de finances rectificative qui portait en plus réforme de la fiscalité du patrimoine, c'était donc toute la réforme de l'ISF, ce qui a beaucoup décalé les calendriers. Et en plus, après l'été meurtrier que nous avons eu et la crise de la dette souveraine, notamment la crise de la dette grecque, on a eu une deuxième loi de finances rectificative promulguée le 19 septembre, après avoir été présentée le 24 août, et qui elle aussi comportait à nouveau un alourdissement de certaines mesures. Alors, Maître Darmon, comment ça se passe quand on est justement, quand on voit les clients, c'est-à-dire les contribuables et les épargnants après dans son étude, qu'est-ce que, peut-être vous pouvez nous rappeler les principaux éléments du dispositif qui génèrent des consultations ou des réactions de la part de vos clients? Oui, alors effectivement, comme vous le disiez, à l'échalité, première loi de finances a été votée au mois de juillet. Déjà, je dirais que cette première loi de finances, on se répondait un peu, on nous avait annoncé la grande réforme du patrimoine. Et cette grande réforme, en fait, le gouvernement l'a annoncée au mois d'avril, et puis ensuite les discussions. Et un vote au mois de juillet. Ce à quoi on s'attendait peut-être un tout petit peu moins, c'est qu'à peine rentrée des vacances, annonce le 24 août et on annonce également que les mesures auront en effet que le 25 août. C'est un petit peu sévère, on s'y attendait pas. Alors je vais commencer par la fin, je vais commencer par ce qui est en cours actuellement. Vous avez tous entendu parler de la plus-value immobilière qui est mise à mal aujourd'hui, puisque à partir du 1er février prochain, et ça a été une grande avancée, d'obtenir un délai entre le 25 août et le 1er février. À partir du 1er février prochain, l'exonération pour biens hors résidence principale des biens immobiliers que les particuliers détiennent ne seront plus exonérés au terme d'une durée de 15 ans, mais au terme d'une durée de 3 années, étant précisé qu'à partir de la 10e année, on va pratiquer tous les 5 ans un abattement supplémentaire. Donc pour ceux qui ont des biens immobiliers qu'ils envisagent de vendre, effectivement, il est urgent de se presser et de signer avant
pas de coefficient monétaire, il y a vraiment juste un abattement, et cet abattement ne commencera en fait à jouer qu'à partir de la 10e année. Donc une vente dans les 10 ans, c'est une taxation totale de la plus-value dès le 1er euro. Et alors, il faut effectivement rappeler que quand on veut avoir vendu un bien au 1er février 2012, en gros, il faut avoir signé une promesse sur un propos de vente avant quasiment fin octobre. Oui, 2 mois avant en fait, 2 mois avant, parce qu'il y a les délais, notamment de préemption de la commune qui peuvent avoir lieu, et la commune a 2 mois pour répondre. Donc c'est vrai qu'il est prudent de garder en général 2 mois pour faire les formalités. Donc là, c'est tout de suite là. Est-ce que ça génère d'ailleurs dans votre étude, est-ce que les gens ont tendance plutôt à des biens venir sur le marché, ou est-ce que au contraire ça génère l'attitude inverse, c'est-à-dire que les gens retirent de la vente ou ne veulent pas vendre, parce que bon, finalement je le garde, je ne vais pas le vendre, c'est bien. Et finalement, parce que juste à ce propos, pour que ce soit bien clair, la raison principale est en dehors de ce dispositif. En revanche, le dispositif ne concerne pas que d'éventuelles résidences secondaires, c'est disons tout ce qui est immobilier en dehors de la résidence principale. Donc ça peut être de l'immobilier locatif, ça peut être des bureaux, des boutiques, ça peut être du terrain, voilà, c'est vraiment tout ce qui est immobilier en résidence principale. Oui, alors l'effet annonce finalement, curieusement, les gens ne se sont pas précipités pour faire, mais on peut en comprendre parce que c'est un projet en général qui s'envisage sur une longue durée, l'immobilier. Donc, vendre dans la précipitation, c'est pas toujours une bonne chose. Et puis surtout, cette annonce intervient 25 août, après un été désastreux au marché. Ça se poursuit et je crois que clairement, certaines personnes se disent qu'il vaut mieux que je conserve mon bien immobilier que de rentrer dedans. Je suis désolée, donc ils me disent qu'il vaut mieux conserver mon bien immobilier que de me retrouver avec des liquidités que je ne vais pas savoir où passer. Alors, il y a un autre aspect aussi qui est celui de l'alourdissement des donations. Oui. Et donc là, pareil, quel constat? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'était l'effet inverse. L'annonce a eu lieu au mois d'avril et on a beaucoup travaillé de avril à juillet. Les gens ont très bien compris que s'il y avait des choses, il fallait le faire rapidement. L'alourdissement était quand même important, hein, puisque notamment, on a perdu des réductions qui étaient appliquées sur le montant de droits, réductions qui pouvaient aller jusqu'à 50% selon l'âge du donateur. Donc, du coup, on doublait une taxation opérée après l'entrée en vigueur de la réforme. Allongement de la durée entre deux donations, puisque vous savez qu'il existe un abattement, notamment entre parents et enfants, abattement qui est de près de 160 000 €, il est exactement de 159 325 par parent et par enfant. Cet abattement existe toujours, mais il ne se renouvellera que tous les 10 ans, au lieu de 6 ans avant l'entrée en vigueur de la réforme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ceux qui n'ont pas profité du temps entre avril et juillet, est-ce que pour autant il faut arrêter de transmettre? Non. Il est évident qu'on paiera beaucoup plus cher au moment du décès si rien n'a été fait que si la transmission et l'anticipation restent d'actualité. Donc il existe quand même encore des mesures de faveur qui seront appliquées si on anticipe en fait cette transmission. Mais il est clair, l'assurance vie également a été touchée. Donc on a pris quelques points supplémentaires. Alors, effectivement, immobilier, donation, il y a eu en fait dans le périmètre également d'autres variables qui ont été touchées, notamment l'augmentation des prélèvements sociaux en plusieurs fois. Avant d'ouvrir un petit peu plus le débat, j'ai envie de demander à Jean-Yves Mercier peut-être de nous donner quelques éléments de commentaires sur un des aspects de la fiscalité, en l'occurrence il s'agit de la fiscalité directe sur les revenus, qui aura été une pleine actualité, puisque il y a actuellement donc, en débat une taxation exceptionnelle sur les revenus, alors avec quelques rebondissements dans le feuilleton, mais où là, on aborde les choses de manière différente, puisque on va créer donc, cette taxation exceptionnelle, une contribution exceptionnelle sur les revenus, bon, avec des seuils modifiés, on est parti à 700 000, on est à 250 000 maintenant, mais en plus avec une assiette différente, parce que là, on ne va pas parler uniquement du revenu imposable, mais du revenu fiscal de référence. Tout à fait. Cette contribution exceptionnelle de 3%, telle qu'envisagée par le gouvernement, est une troisième couche d'imposition qui se superpose aux prélèvements sociaux et à l'impôt sur le revenu.
large que celle de l'impôt sur le revenu, car cette contribution exceptionnelle vise le revenu fiscal de référence qui jusqu'à présent servait à déterminer des droits à réduction pour les ménages à faible revenu, des droits à réduction de taxes foncières ou de taxes d'habitation, et maintenant ça va servir d'assiette à l'impôt. Et en quoi cette base est plus large que celle de l'impôt sur le revenu? Tout simplement parce que la contribution prend en considération l'ensemble des revenus qui ont été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, donc intérêts et dividendes. Et cette contribution prend aussi en considération un type de plus-value exonérée qui est celle que réalisent les dirigeants qui cèdent leur entreprise pour partir à la retraite. Il est donc prévisible que les anticipations qui ont été faites au moment où on a choisi le prélèvement libératoire, ce régime d'exonération des revenus, sont complètement brouillées après l'instauration de cette contribution, dont l'assiette est nettement plus large. En plus, alors, elle risque de durer plus longtemps que prévu, parce qu'au départ, on était parti sur un scénario en gros à 2 ans avec comme objectif de l'arrêter et de la suspendre lorsque le déficit public de l'État sera revenu à 3%. C'est l'objectif pour 2013 du gouvernement. Mais en fait, entre-temps, il y a un moment qui est dégoté et qui peut prévoir, on verra si ce sera maintenu jusqu'à la fin, mais qui prévoirait en fait un maintien de cette contribution exceptionnelle jusqu'à ce que le déficit public revienne à zéro. Beaucoup plus lointain. Le taux de 3% va très certainement être porté à 4% pour ceux qui se situent au double du seuil d'assujettissement. Ce qui veut dire que cette contribution va s'ancrer dans le paysage. Il y a des taux qui sont déjà substantiels. Alors justement, ça pose quand même une question effectivement sur ce bouleversement de la fiscalité. C'est un thème qui revient déjà dans la pré-campagne présidentielle et qui va sans doute être important dans la campagne à venir. C'est celui finalement des comparaisons entre la taxation du travail, par exemple la fiscalité des revenus imposables ou des revenus en général, et puis en tout cas des revenus d'activité, et puis la taxation du capital, c'est-à-dire ça peut être la taxation d'épargne, ça peut être la taxation plus-value, ça peut être la taxation de certaines opérations financières. Michel Cali, qu'est-ce qu'il faut penser de ça, de ce débat notamment, parce que on l'entend revenir régulièrement, on dit oui, mais alors il faut augmenter la taxation de l'épargne parce que justement elle est beaucoup trop bien inférieure à celle de la taxation du travail, c'est pas grave, ça. Un petit regard sur le sujet. Oui, alors effectivement, je pense qu'il faut être conscient que cette question de l'alignement de la taxation du revenu du travail et du capital est en ce moment une question qui est posée avec beaucoup plus d'insistance que d'habitude. Ça fait à peu près 40 ans que je m'occupe de politique fiscale, ça a toujours été un argument employé par un certain nombre de personnes, mais ce qui me frappe maintenant, c'est que c'est un argument qu'on retrouve aussi au milieu des parlementaires de l'EP, par exemple, dont certains disent qu'il faut aligner les deux avec presque autant de force que ne le disent les parlementaires du Parti socialiste. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que on sent bien qu'il y a une pression plus forte que d'habitude. Et ce qui me frappe aussi, c'est que face à cet argument qui a l'air de bon sens, pour l'homme de la rue qui n'a pas forcément réfléchi à la question, il entend qu'il faut taxer tous les revenus au même taux qu'ils viennent de l'épargne, qu'ils viennent du travail. Je vais dire, bah oui, ça c'est vrai. Donc cet argument a l'air tellement vrai que je trouve dommage que les personnes qui essaient d'argumenter contre le fassent uniquement avec des arguments d'efficacité économique. C'est que moi ce que j'entends dans ce débat, c'est d'un côté des gens qui disent c'est pas juste, et d'autres qui disent, bon, bah, peut-être c'est pas juste, mais on est obligé de faire autrement, parce que sinon, les capitaux vont partir à l'étranger, sinon il n'y aura plus d'épargne, et c'est l'épargne qui crée de l'emploi. Tout ça, c'est vrai. Mais ça marchait mieux comme argument, je dirais, il y a 10 ans, en pleine euphorie économique, où on disait, bon, après tout, oui, c'est au nom de l'efficacité. En pleine crise comme actuellement, c'est un argument qui n'est plus audible. Et c'est pour ça sans doute que les hommes politiques maintenant réagissent beaucoup plus qu'ils ne le faisaient avant. Et moi je trouve que c'est dommage, pourquoi? Parce qu'on n'a aucune raison d'être sur la défensive sur ce sujet-là.
Parce que si on reste sur le terrain de ceux qui disent qu'il faut aligner, c'est-à-dire le terrain de l'équité, on dit bah, très bien, d'accord, équité, que dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789? Elle dit que chacun doit payer selon sa capacité à contribuer aux dépenses. Mais c'est quoi la capacité à contribuer d'un revenu du travail et d'un revenu du capital? Le revenu du travail, la capacité à contribuer, c'est la totalité du revenu. Parce que, sauf accident de la vie bien sûr, mais dans une période normale, je peux dépenser toute ma paye du mois de février parce qu'il y en a une qui tombera en mars. En matière de revenu capital, si je parle des titres de taux, les obligations, par exemple, ou les prêts, si je dépense un trimestre, tout le coupon trimestriel de mon obligation, et que je fais ça pendant 30 ans ou 40 ans, bah à la fin, j'aurai plus le même revenu parce qu'il y aura eu 40 ans d'inflation. Et donc, je crois qu'il faut dire avec force que le revenu qui correspond à la capacité contributive dans l'épargne, ce n'est pas la totalité du revenu perçu, c'est la partie dont je n'ai pas besoin pour maintenir la valeur de mon capital. Et ça, en fait, c'est ce qui a toujours été, de façon non exprimée, de façon sous-jacente, a toujours été derrière la justification du taux réduit de taxation. Hein, actuellement, on taxe à 19% contre 41% pour les revenus les plus élevés au barème d'impôt, donc en gros la moitié. Mais de l'autre côté, vous avez un revenu nominal qui est à 4 et une inflation à 2, et donc un revenu réel à 2, qui est bien de la moitié aussi. Et si vous vous souvenez de la situation des taux d'intérêt et de l'inflation il y a 20 ou 30 ans, on avait plutôt des rendements à 12-14, une inflation à 8-9 et un revenu réel qui était du tiers ou du quart de revenus apparents. Et c'était bien la proportion qu'on avait à l'époque, puisque, je me souviens très bien, j'étais directeur de la gestion fiscale avec Pierre-Marie Beauvau en 89-90, on a baissé le prélèvement de coupons obligataires de 25 à 15. À un moment où il n'y avait pas de CSG, et à un moment où le taux maximum de l'impôt était à 60%. Et donc tout le monde trouvait normal à l'époque, puisque je ne pense pas qu'on puisse faire un procès de droitisme à Pierre-Marie Beauvau, tout le monde trouvait normal à l'époque qu'on ne taxe qu'à 15 un coupon obligataire et à 60 un revenu du travail. Et donc ça, il faut le dire avec force, parce que si on se contente de dire « Ah bah oui, c'est pas juste, mais c'est au nom de l'efficacité », on est sur une position tellement défensive qu'on ne peut que perdre du terrain. Alors pour l'immobilier, en revanche, puisque l'immeuble est censé garder sa valeur, le loyer, lui, il est taxé sans abattement. Et c'est la plus-value qui doit tenir compte de l'inflation. Ce qui fait que dans la vague hésitation gouvernement-Assemblée nationale il y a quelques semaines, je suis extrêmement personnellement désappointé de voir que là où le gouvernement disait, avant on avait à la fois l'inflation et l'abattement pour durée de détention, ça faisait peut-être beaucoup. Le gouvernement disait j'enlève l'abattement de durée de détention, je garde l'inflation. L'Assemblée nationale dit non, j'enlève l'inflation, je reprends un abattement de durée de détention, mais beaucoup plus faible. Moi je trouve que l'inflation c'est technologique. On ne va pas changer tous les mois, donc c'est comme ça pour au moins un certain temps. Alors reste ça pose un problème interne. S'il y a un retour de l'inflation, là pour le coup, le détenteur d'une immobilier, c'est pas le mais c'est surtout pour ceux qui sont obligés de revendre vite, parce que nos hommes politiques ont tendance à considérer que plus on garde longtemps, moins on est spéculateur, plus on vend vite, plus on est spéculateur. Il faut qu'ils regardent la vraie vie. Dans la vraie vie, les gens qui revendent vite, c'est quelquefois qu'ils sont obligés. Ils ont perdu leur boulot, ils ont obligé de déménager, ils se retrouvent avec une résidence principale qui devient secondaire et qui donc, quand elle est revendue, est taxée. Bon, et d'autres restent pendant 50 ans investis au même endroit, c'est pas forcément de la vertu, c'est des hasards de la vie qui font ça. Alors, dernière chose, et je m'arrête parce que je suis trop long, le dividende. Le dividende, normalement, il ne faut pas tenir compte de l'inflation, puisque l'inflation est dans la plus-value. La plus-value, en ce moment, c'est des moins-values, mais enfin bon, la plus-value, c'est une plus-value quand même. Le dividende, donc pas d'abattement d'inflation, mais abattement pour double imposition entre l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Et donc, vous voyez, on a tellement d'arguments sur le terrain de l'équité, il ne faut pas avoir peur d'aller argumenter ceux qui disent qu'il serait équitable de payer le même taux, de les argumenter sur le terrain de l'équité. Alors, merci. Alors, justement, sur ce terrain de taxation respective du capital et du travail, et je me tourne vers Jean-Paul Nicolai. Est-ce que vous avez peut-être quelques éléments à ajouter ou un avis à apporter? Et est-ce qu'on peut même peut-être ouvrir aussi la perspective, notamment en fonction des crises
ce qui peut se passer chez un voisin proche, l'Allemagne. Oui, bonjour, monsieur. En matière de politique fiction, c'est pas très facile, donc on va essayer de se concentrer sur quelques points. Il faut essayer de voir comment on peut raisonner justement des théoriciens fiscalistes ou des économistes qui vont être très contraints dans leur choix le moment venu, mais quels sont les modes de raisonnement? Donc quel point de vue économique on peut avoir sur la fiscalité du capital notamment? Alors, il y a deux aspects, il y a un aspect contributif et il y a un aspect incitatif. Sur l'aspect contributif, il y a un vrai souci quand même sur la fiscalité du stock de capital, puisque d'une certaine manière, ce capital, pour qu'on en dispose, il a fallu qu'on accumule de l'épargne avant. Pour accumuler de l'épargne, il a fallu qu'on ait des revenus sur lesquels on a déjà été taxé. Et si on en a hérité de ce capital, pareil, on a déjà d'une certaine manière été taxé. Donc on a quand même un problème de fond sur la fiscalité du capital à résoudre. Et le grand soir fiscal, s'il essaie de poser toutes les questions, il faudra bien qu'il se saisisse à la fois des mutations, de tous les types de mutations, et à la fois de la fiscalité des revenus du capital. Donc ça c'était le premier point. Je vais souligner aussi sur l'aspect contributif, sur l'aspect incitatif. Aujourd'hui, oui, il faudrait, c'est bien, les Français ont de l'épargne, mais c'est pas terrible pour notre économie parce que l'épargne des Français, elle ne va pas du côté productif. Il est rationnel de ne pas forcément investir aujourd'hui parce qu'on a peur, très naturellement. Donc là, la fiscalité de l'épargne doit être incitative. Alors, est-ce que c'est au travers de niches ou est-ce que c'est directement par un taux d'ouvrage? Ça, je laisse les fiscalistes après regarder ça plus près, mais on souhaite effectivement privilégier une rémunération du risque et une rémunération du long terme au travers de cet avantage fiscal qu'il pourrait y avoir dans une moindre taxation des revenus du capital. Je voudrais, et ça fait une transition sur la partie, l'autre point idéologique actuel, c'est la convergence européenne d'une certaine manière, et en particulier vis-à-vis de l'Allemagne, vous savez bien. Donc vous donnez quelques chiffres. Et en transition, je voudrais vous dire que c'est les Hollandais qui ont trouvé une solution pour la fiscalité du capital. Il faut savoir qu'en Europe, il y a de moins en moins d'impôts de type ISF et de plus en plus de taxation du revenu du capital, sachant que le foncier, lui, il est souvent traité fiscalement au niveau régional. Et les Hollandais ont trouvé une solution, ils calculent un revenu théorique du stock de capital. Ils disent voilà, il y a 4% de revenus, quel que soit le type de capital, parce qu'il y en a qui donnent des revenus, il y en a qui n'en donnent pas. Donc en fait, simplifions-nous la vie, on coûte 4% de revenus du capital et on impose ces revenus là-dessus. Sachez que ça fait partie des sujets qui sont théoriquement considérés. Alors, quand on compare avec l'Allemagne, je vais juste donner quelques chiffres parce que là, c'est plutôt rassurant, au sens où la France est quand même un des pays en Europe qui taxe le plus le capital. Au total, on est à des taux qui sont plutôt de l'ordre de 39% en France, quand en Allemagne, c'est 23%, y compris revenus et stocks du capital. Et sur l'ensemble de l'Europe, c'est 25%. Pour vous donner aussi une autre idée sur le patrimoine lui-même, on passe au stock de capital. En Allemagne, il est pratiquement plus taxé, c'est 0,85% du PIB. Ça représente 0,85% du PIB allemand, alors qu'en France, ça représente encore 3,4% du PIB, sachant que ça se décompose, et là, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément toujours en tête. Le foncier représente 2,4% du PIB, enfin l'impôt sur le foncier représente 2,4% du PIB, alors que l'ISF c'est 0,2% du PIB, les successions de donations c'est 0,4%, les transactions de mutation, les droits de mutation c'est 0,4% du PIB aussi. Donc il y a en tête quand même que le gros de notre imposition sur le patrimoine, il est au travers du foncier, il est plutôt régional. Dernier chiffre, et puis j'arrête, mais je trouve que c'est suffisamment marquant pour rassurer s'il y a convergence au niveau européen. Sur le revenu du capital lui-même, pareil, c'est en France qu'on a un des plus élevés, il est à 21%, on a estimé sur
c'est les chiffres dont on dispose, alors qu'il n'est qu'à 19,7 en Allemagne et il est à 19,3 sur la moyenne européenne. Voilà, c'était juste pour, sur cet aspect-là, peut-être qui est forcément dans toutes les têtes de nos dirigeants actuels, ou qui seront peut-être nos futurs dirigeants ou les partis socialistes. Ce sont des sujets qui sont en tête forcément, et de ce côté-là, on est plutôt un peu rassuré. Alors justement, ça c'est un petit peu l'état existant, et effectivement l'activité, en tout cas sur les 2 derniers exercices, a été particulièrement chargée. Donc on a eu une augmentation de différentes formes de prélèvements, mis à part effectivement le cas de l'ISF, on va dire qui est un petit peu particulier. Mais si on essaye maintenant de se projeter dans l'avenir, compte tenu des contraintes fortes qui pèsent sur les finances publiques, qui laissent finalement une marge de manœuvre quand même assez réduite. Je me tourne à nouveau vers Jean-Yves Mercier. Est-ce que, si on regarde un petit peu dans les programmes, dans la perspective du présidentiel, qu'est-ce qu'on peut y voir? A priori, ça va être difficile d'imaginer autre chose qu'une augmentation supplémentaire de ces prélèvements. Ce que j'ai entendu jusqu'à présent m'incite à penser comme vous que nous nous dirigeons plutôt vers un renforcement des impulsions qui grèvent des épargnants, plutôt vers un allègement. Alors, un petit peu en vrac, aussi les projets qui se dessinent, notamment du Parti socialiste, qui a été relativement entière sur cette question, puisque nous avons eu la campagne des primaires et beaucoup de responsables politiques s'expriment. L'une des premières idées qui est soutenue par le Parti socialiste, ce serait d'abandonner les taxations forfaitaires qui avantagent bien sûr les titulaires de revenus élevés. Et il est question, je l'ai entendu dire, de supprimer le prélèvement libératoire forfaitaire sur les intérêts, celui qui existe sur les dividendes, et je dirais que l'expression, pardon, vous ne m'entendez pas? Je soulignerais que la suppression du prélèvement libératoire sur les intérêts aurait un effet particulièrement néfaste, puisque, comme vous l'avez dit de façon relativement lumineuse, mon confrère Michel Tani, le revenu du don, d'un produit du don, n'est pas un revenu net, puisque de ce revenu doit être extrait une fraction nécessaire à la reconstitution du capital au terme de l'annulation par exemple. Il est question aussi, je l'ai entendu dire, de soumettre au barème les plus-values immobilières. Ça s'appelle les plus-values immobilières, comme on a accru la base d'imposition en augmentant la durée requise pour obtenir l'exonération. Toujours la même idée, le contribuable à revenu faible doit normalement être taxé moins lourdement sur sa plus-value immobilière que les contribuables à ressources élevées. Et nous reviendrions ici sur le système qui avait cours avant 2004, l'époque à laquelle, rappelez-vous, les plus-values étaient taxées après revalorisation du revenu, après application de l'abattement, mais elles étaient taxées au barème progressif. On peut s'attendre aussi, mais je pense que quel que soit le sens, quelle que soit l'issue des présidentielles, on assistera à ce mouvement, on renforcera le détricotage de niche fiscale. Ça me paraît assez bien ancré dans tous les esprits. L'ISF maintenant. L'ISF, qui vient tout juste d'être réformé, pose déjà question. Vous avez peut-être entendu comme moi cette semaine s'exprimer. Pour elle, le gouvernement a eu tort de faire sortir de l'ISF les 300 000 assujettis dont le patrimoine est compris entre 800 000 et 1 300 000 euros. Que va décider à gauche si elle emporte la victoire. Et la seule petite pointe d'optimisme que je décerne dans cet environnement vient du fait qu'on s'attache à souhaiter le maintien d'incitation à la détention d'une épargne longue. En général, on n'en dit pas plus. Alors, que penser? Est-ce qu'on a dans l'idée qu'il faut préserver les avantages relatifs qui sont accordés
aux titulaires des assurances vie, aux titulaires des PEA, aux titulaires des PE, ça se fait autour de ça. Alors effectivement, merci pour ce rappel. C'est vrai que les perspectives sont pas forcément très encourageantes. Pour compléter ce que vous disiez, bon, on peut imaginer que même s'il n'y a pas eu de présentation explicite, la majorité actuelle, si elle était reconduite, aurait sans doute à peu près la même position qu'actuellement. C'est-à-dire qu'en gros, si les contraintes sur les finances publiques pouvaient se desserrer, on pourrait imaginer qu'il y aurait un certain nombre d'aménagements. Si en revanche, sur les 3 années à venir, il faut garder le même rythme ou augmenter effectivement le rythme des recettes, qu'il y a effectivement peu d'espoir à avoir sur un allègement des différentes, enfin en tout cas un allègement des différentes dispositions qui ont été prises tout récemment. Alors ça pose quand même une question effectivement qui est à quel moment on peut envisager le point de rupture qui arrive, qui fait qu'à un moment donné, trop d'impôts tue l'impôt. C'est toujours un seuil difficile à apprécier. J'ai envie de demander son avis, mais juste avant, je voudrais demander à Mme Darmon de nous dire, dans l'univers notamment de l'immobilier, qu'anticipent les notaires, ou j'allais dire les collectivités locales, en tout cas les notaires dans un premier temps, c'est-à-dire que est-ce que si on a un régime d'imposition finalement qui paraît trop défavorable ou insupportable aux détenteurs de biens immobiliers, est-ce qu'on peut pas arriver à des situations de blocage ou à une chute des transactions ou à un ralentissement très fort du marché qui du coup irait à l'inverse de l'objectif recherché, puisque ça créerait en fait une baisse des recettes fiscales alors qu'on cherche au contraire à les augmenter. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous voyez déjà? On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais si on se met dans la perspective peut-être un peu plus lointaine, alors imaginons qu'on soit au milieu de l'année 2012, je sais pas, est-ce que par exemple il y a des phénomènes de grippage qui pourraient, est-ce que c'est simplement, disons, des choses qui sont rajoutées par les acteurs de l'immobilier, ou est-ce que, voilà, faut être réel, est-ce que ça peut après amener le gouvernement à du coup revenir en arrière? Alors, c'est un tout petit peu prématuré effectivement pour tirer des conclusions, mais ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que l'annonce et le vote de la loi de finances rectificative a freiné les transactions immobilières. C'est déjà un premier constat. On a beaucoup moins de dossiers et les agences immobilières ont sur une annonce à peu près moitié moins d'appels d'après ce qu'elles indiquent. Il est évident que je ne connais personne qui vend son bien immobilier pour acheter moins bien, plus petit, etc. En général, lorsque l'on investit, on revend effectivement derrière et puis on essaye de prendre un bien plus grand, le plus important, le plus confortable, un peu mieux placé. C'est en général pour progresser. C'est évident que si on a amputé cette plus-value d'une part importante, parce que ça va être une part importante quand même, ça va être une imposition des premiers euros, en tout cas pour les gens qui n'ont pas 10 ans de détention. Oui, effectivement, je crois que ça freine le marché immobilier. C'est un petit peu dommage parce que dans les rentrées, quand même, à chaque fois qu'il y a une transaction immobilière, on a les droits d'enregistrement que l'État prélève et baisse de l'immobilier, mais aussi baisse de la collecte des droits d'enregistrement. Donc je pense que c'est un mauvais calcul. Je me tourne vers Michel Tadi, parce que là vous avez dit, en plus, je n'ai pas raconté tout le détail de votre CV, mais vous avez parlé un petit peu, donc une perspective assez importante sur différents moments de notre politique fiscale, et notamment la création de nouveaux impôts. À quel moment vous verriez effectivement un effet de rupture? À quel moment il y a des cas de figure où trop d'impôts va tuer l'impôt et on va aller à l'inverse de l'objectif recherché? Est-ce qu'on en est loin? Est-ce qu'on aura plus de marge de manœuvre? Est-ce qu'on est frais? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de niveau absolu pour savoir quel est le taux juste en matière de progressivité d'impôt sur le revenu, quel est le taux supportable. Il n'y a pas d'autre référence pour les gens que le passé et les autres pays. Et donc, moi j'ai connu des périodes où on était à 60 et même à 66% de taux marginal en France, puisque on avait une surcote de 10%, mais dans le même temps, on avait des taux de 70% dans d'autres pays proches des nôtres. La difficulté pour la France, c'est que il y a eu une baisse de ces taux très importante dans la plupart des pays qui nous entourent, et que maintenant le taux qui est considéré comme acceptable est plutôt de l'ordre de 40%.
À la rigueur 45, qui est par exemple le nouveau taux allemand. Et alors ce qui me frappe, c'est que nos hommes politiques ont tendance à raisonner l'impôt sur le revenu sans tenir compte de la CSG. Ce qui est quand même en contradictoire avec l'idée qu'ils voudraient fusionner les deux impôts d'ailleurs. J'ai lu ce matin quelqu'un qui disait dans les débats parlementaires de la commission des finances qui s'est tenue à l'Assemblée nationale il y a 2 jours, il disait oui, 3% c'est pas assez parce que en Allemagne ils sont remontés à 45. Oui, mais en Allemagne ils sont à 45, point, il n'y a rien d'autre. Nous on est à 41, éventuellement à 44 ou 45 avec les augmentations que la nouvelle surtaxe, mais on a surtout 8 de CSG CRDS pour les revenus d'activité et 13,5 maintenant pour les autres. Ce qui fait que notre 41, il faut rajouter 13,5, on est quand même maintenant à des taux qui sont élevés. Alors quel effet ça peut avoir sur la décision d'épargne? Je ne crois pas que pour, je dirais, les Français des classes moyennes qui n'envisagent pas de quitter le pays, ils changent fondamentalement leur arbitrage dépenses-épargne. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore plus peur de ce qui va se passer sur les retraites, le chômage, etc. Et donc, même si l'épargne ne rapporte presque plus rien, ils resteront quand même investis. C'est plutôt au niveau des produits qu'il peut se passer des choses. Bon, les gens ont compris que les actions c'était risqué, hein. Je suppose que vous avez tous compris que les actions ça peut perdre beaucoup de sa valeur, mais ils commencent à comprendre que les obligations c'est aussi risqué, et même les obligations d'État c'est aussi risqué. Et donc, le problème c'est de savoir vers quoi ils vont se tourner, parce que même le dépôt bancaire, alors pour les épargnants, je dirais à petit niveau, enfin, ceux qui n'ont pas plus de 100 000 € dans une banque, dans le système français, ils sont tranquilles. Mais au-dessus, on commence à se poser des questions. On commence à répartir entre banques. Il y a des gens qui commencent à dire, bah, tiens, je vais aller à la poste parce que moi, la poste, c'est l'État. Bon. C'est-à-dire, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que une taxation trop forte va faire que le risque sera beaucoup trop dévalorisé, ça ne prend plus la peine. Et donc les gens vont revenir sur les comptes à terme, vont revenir sur les financements qu'ont pratiqué les épargnes bancaires des années 60. Et donc tout le chemin qu'on avait fait pour amener les Français à oser risquer l'action, à oser risquer les SICAV obligataires, les contrats d'assurance vie à l'unité de compte, tout ça risque d'être effectivement réduit à néant si l'inflation est trop forte, si la taxation est trop forte. Tout à fait. Alors, ce faisant, vous pointez du doigt aussi le fait que dans l'histoire, ce qui est important aussi, c'est la façon dont l'impôt est prélevé. Alors c'est vrai qu'en France notamment, on a des pratiques diverses, mais je crois, M. Nicolaï, je pense qu'en Allemagne, effectivement, ils ont fait un choix par rapport à ça sur le mode de traitement. En 2009, l'Allemagne a décidé de simplifier sa fiscalité des revenus de patrimoine et passer en prélèvement forfaitaire rémunératoire unique à un taux de 25%. Ce qui du coup, effectivement, rend, disons, le niveau de douleur de l'impôt, enfin, l'appréciation, disons, de l'effet de l'impôt différent, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est à la source, oui, à la source, on peut dire, enfin, c'est différent. Alors, pour revenir effectivement sur cette perspective, donc si on parle d'une situation où en fait la pression fiscale augmenterait, quelles conséquences? Alors, Jean-Yves Mercier, vous devez, dans les cas que vous devez traiter, les gens devez avoir, est-ce que ça suscite effectivement beaucoup d'inquiétude? Est-ce que ça va induire des comportements différents pour échapper à l'impôt, pour le contourner, pour ne pas être dans l'assiette, ne pas être dedans? Est-ce que là aussi, il n'y a pas aussi d'autres manières? Je reviens à la formule taux d'impôt, c'est-à-dire qu'on va arriver à ça posera un problème d'efficacité fiscale. Oui, là je vais plutôt parler du mode d'organisation des patrimoines important. C'est ça que j'ai davantage connaissance d'exercice professionnel. Vous savez que sous l'empire de l'ISF ancien, qui était extrêmement lourd pour le patrimoine élevé, la solution était venue de l'instauration d'un bouclier fiscal. Un bouclier qui finit par représenter le symbole de l'inéquité et il a donc fallu l'urgence de supprimer. Mais pendant la période d'application du bouclier, la
la solution fiscale gagnante, c'était de faire émerger le moins possible de revenus. Tout y incitait, puisque les impôts étaient plafonnés à 50% du montant du revenu. Et quand on a un patrimoine important, il faut s'organiser pour pas disposer de revenus, de réduire le robinet des revenus. La suppression du bouclier fiscal décidée en juillet, avec l'instauration d'un ISF à taux unique, 0,5 pour les gros patrimoines, a finalement rendu inutile cette stratégie de suppression du revenu. Parce que tout ça dépend des inconvénients, etc. Il devient à peu près, comment dire, il n'est plus si important qu'autrefois de faire tarir la solution du revenu. Mais si maintenant le taux d'imposition des revenus devient atteint un taux jugé insupportable, on verra se reconstituer les techniques employées durant la période d'application du bouclier fiscal, et finalement, les patrimoines importants seront protégés d'une façon ou d'une autre contre les excès du législateur. Et on aboutira à nouveau à cette situation un peu absurde, dans laquelle les titulaires de patrimoine important arrivent à peu près à endiguer la pression fiscale, et ce sont les, vous et moi, les contribuables moyens qui payent la